Nous avons perdu l'initiative de la réflexion sur notre propre situation. Je ne remercie pas la France. La plupart de mes concitoyens ont cru effectivement que Serval allait être une opération de libération rapide, efficace. Si la France ne s'était pas opposée à la poursuite de cette opération à Kidal et au-delà de Kidal, je crois qu'elle aurait fait œuvre utile. Le djihadisme, c'est une conséquence. Nous sommes en train de nous attaquer à la conséquence et sans questionner, sans diagnostiquer la source. La source, c'est un modèle de développement économique extraverti qui n'a pas vocation à développer nos pays. C'est d'abord l'insécurité alimentaire, monétaire et émotionnelle et surtout des questions d'environnement. Qui dit Sahel, dit réchauffement climatique. Et ici, c'est dans cette région, et depuis les années 60 et 70, que nous avons vu venir ce que tout le monde entier déplore aujourd'hui. Alors je m'étonne que les réponses sécuritaires et militaires prennent le pas sur les impératifs écologiques, économiques et sociaux. Peut-être que c'est l'urgence qui l'impose. Il faut tout de suite sécuriser nos États. Vous avez l'habitude de dire non. Est-ce que c'est possible de dire non quand on est incapable de sécuriser sa propre population? Non, quand tout a été fait pour vous rendre incapable. Mais au-delà de l'armement, moi, ce que je déplore, c'est le mépris. Il y a un mépris profond pour nos pays, nos sociétés. Il faut exclure de notre, disons, de notre langage cette question de l'incapacité. Quand, au bout de 18 ans, et l'OTAN, c'est-à-dire les armées occidentales, avec tous les moyens matériels, technologiques, humains dont ils disposent, ont créé la situation qui prévaut aujourd'hui en Afghanistan. La crainte aujourd'hui, c'est que le Sahel devienne l'Afghanistan et qu'au bout de quelques années, parce que si on se met à l'écoute de ceux qui voient la situation évoluer sur le terrain, on nous parle de 15 à 30 ans. Vous vous rendez compte? Toute une génération. Donc ils ont déjà décidé qu'il faut qu'ils se maintiennent. Alors que on sait aujourd'hui que ils parlent de guerre asymétrique. Moi je dis c'est un ennemi sans visage. Vous ne savez pas qui il est, d'où il vient, qui frappe. Donc ça veut dire qu'il faut, ceux qui croient que la militarisation est la solution, doivent d'abord repenser la guerre. Ce n'est pas cette forme de guerre-là qui va nous permettre de nous en sortir. Mais c'est cette forme de guerre-là qui nous maintient dans la dépendance de leurs armes. Effectivement, c'est une économie. L'achat d'armement, c'est une économie. C'est une économie. Et c'est ça qui est cynique. L'économie de la guerre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie que cette situation change. Et qui n'ont pas envie du tout qu'on sorte de cette impasse-là. Parce qu'il y a des gagnants de cette guerre-là. Et ce n'est pas nous. Ce n'est pas les peuples et c'est encore moins les femmes. Mali. Dès 2008, toute la bande sahélienne a été décrétée zone à risque. Donc pas de touristes, ou très peu. Alors que nous savons que la plupart de ces pays qui nous viennent en aide tirent le maximum du tourisme. Moi, j'ai été ministre de la Culture et du Tourisme. Je sais que l'équilibre, on était parvenu, en tout cas, ce n'était pas le Pérou, mais on s'en sortait. Moi, il y a des tas de jeunes diplômés sans emploi que j'ai formés qui étaient des guides touristiques. L'artisanat, le petit commerce et l'agriculture. Les gens vivaient tant qu'ils le pouvaient dans ce contexte-là. Alors, quel est le modèle économique qui a fait que, au-delà de ce dont je parle, nos États n'ont pas été en mesure de garantir l'emploi et le revenu décent aux populations? Parce que ce qu'on appelle le djihadisme, c'est une conséquence. Nous sommes en train de nous attaquer à la conséquence et sans questionner, sans diagnostiquer la source. La source, c'est un modèle de développement économique extraverti qui n'a pas vocation à développer nos pays. Modèle donc de développement extraverti. Vous avez parlé de viol de l'imaginaire justement. Ça commence peut-être par là. Oui, c'est le titre de l'un de mes livres et malheureusement, tout l'effort
de libération de nos pays et de reconstruction de nos pays que nous tentons de fournir en ce moment en coordonnant nos efforts et nos initiatives et passe en tout cas par la revendication de l'initiative de la réflexion. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Et nous avons souvent du mal à situer l'Afrique et le monde, et du moins et plus particulièrement le Sahel, dans le cadre du monde global qui est en pleine crise. Quand vous regardez aujourd'hui, vous vous mettez à l'écoute du monde, vous savez que c'est une crise systémique. C'est une crise systémique et ce que nous vivons aujourd'hui est l'une des expressions de cette réalité. Mais c'est à ce niveau qu'il faut se poser des questions. Si tant de personnes décident de venir nous sauver et n'y arrivent pas, et il faut se poser des questions sur les desseins du libérateur. Oui, la question, elle est là. Et justement, quand vous parlez de lavage des cerveaux de l'élite politique et intellectuelle africaine, c'est comment déconstruire cela pour que l'Afrique puisse réfléchir par elle-même. On est au 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, justement. Tout à fait. Parlons-en. Parce que c'est au lendemain de la chute du mur de Berlin qu'on nous a promis, disons, un monde ouvert, où tout le monde serait libre d'entreprendre, de circuler. Et il fallait démocratiser nos pays, la conférence de la Baule, et libéraliser davantage nos économies. Alors, quand 30 ans après, nous nous trouvons dans cette situation, je pourrais dire une bonne partie des pays africains. Ce qu'il y a aujourd'hui, un mur est tombé, mais que de murs. C'est des murs. Et la Méditerranée, la situation de la Méditerranée, la question migratoire est la preuve la plus douloureuse et sanglante de l'état du monde après la chute du mur de Berlin. On nous a promis une mondialisation heureuse et si tel est le cas, en tout cas, je crois que l'Afrique qui parle d'émergence devrait regarder davantage du côté de la Méditerranée et des traitements particulièrement inhumains réservés aux jeunes subsahariens. La mondialisation, c'est un piège? En tout cas, elle est dans l'impasse. Nous nous leurrons parce que du début, ce système de ses origines à ce jour a fait de l'Afrique le dindon de la farce, de l'esclavage, de la traite négrière et aujourd'hui, ces fortunes amoncelées et ces richesses aujourd'hui qui sont concentrées à certains pôles qui nous sont interdits devraient amener les Africains à se poser davantage de questions. Quand on dit mondialisation et que les gens se barricadent, dressent des murs chaque jour davantage et surtout la question des inégalités. Ce sont les inégalités qui sont au cœur du débat partout aujourd'hui. Et ces inégalités, c'est pas le fait. Et j'ai l'impression que notre propre manque de confiance en nous, il faut peut-être aller parler jusqu'à une sorte de... C'est dramatique, ça dit que nous sommes prêts à assumer la responsabilité de tous les échecs. Alors que les choses ne sont pas faites pour que nous puissions nous en sortir. Parce que si la guerre cesse aujourd'hui, ces pays seront obligés de rentrer chez eux. S'ils rentrent chez eux, peut-être qu'ils craignent de laisser le champ libre à la Chine, par exemple. Oui, parce que c'est une question de géopolitique aussi. Mais que dites-vous à ceux qui pensent que, justement, nous, Africains, on est toujours dans le discours de la victimisation au lieu, effectivement, de s'assumer? Sarkozy l'a d'ailleurs dit devant les étudiants ici à Ouagadougou. Assumez-vous? Franchement, moi, j'ai essayé de m'assumer dans le cadre de cette guerre. C'est pour ça que je me dois aujourd'hui de dire, en tant que femme malienne et sahélienne, mon vécu de cette guerre. Quand je vous ai dit dès 2013 que je me suis dit que ce n'est pas notre guerre et que nous avions mieux à faire, c'est-à-dire une remise en question, mettre à plat les politiques économiques, faire de telle sorte que nos enfants n'émigrent pas, ils ne se sentent pas obligés de saisir la perche du djihadisme. Quand j'ai dit cela, c'est l'Allemagne
Moi, je fais le lien. Quel est le lien aujourd'hui entre nous et l'Allemagne, entre nous et l'Europe? Quand j'ai dit cela, j'étais invité en Allemagne par Die Linke, le parti Die Linke et la fondation Rosa Luxembourg. Ils ont considéré qu'en tant que sahélienne et africaine, je devais venir expliquer au Bundestag et quel est ce ressenti, sur quoi il est fondé. La France a suspendu mon visa. Je n'y suis pas allé. Alors, quand on ne vous laisse pas, on ne vous reconnaît pas le droit de penser, qu'il s'agisse du développement ou de la guerre, quand on ne vous laisse pas la latitude de penser et la guerre, on ne peut pas exiger de vous d'y répondre efficacement. Je ne parle pas des soldats. Donc c'est pour ça que je dis que notre échec, la faillite est d'abord une faillite intellectuelle. Et que l'inintelligibilité du phénomène, des phénomènes, nous maintient aujourd'hui dans une situation d'ignorance qui nous pousse à nous taper dessus, qui nous pousse à nous fourvoyer davantage dans des solutions qui ne marchent pas. Vous avez coordonné justement ce forum pour un autre Mali. La question, c'est effectivement cette autre Afrique qui est possible, différent de ce que nous vivons actuellement. Mais on se dit, comment est-ce que c'est possible sans un leadership, sans des hommes d'État capables d'impulser cela? Parce que le débat, il est aussi là. Moi, je n'en fais plus la première question. Moi, je me suis dit... on nous a dit ça au Mali en 91, hein, la révolution de mars 91, et on a cru que c'était d'abord une question d'hommes. Mon premier livre, L'étau, c'est peut-être pour démontrer qu'en fait nous n'avons vu que la partie visible de l'iceberg. Depuis lors, nous sommes allés voter un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, et on continue de nous dire que c'est une question d'hommes. Moi, j'ai dit, pour ma part, que c'est une question de système. Le meilleur d'entre nous aujourd'hui peut se trouver sans réponse, dans l'impasse la plus totale, si nous ne disons pas que le paradigme du développement, la nature du partenariat mondial veut que les pays de l'hémisphère sud soient des sources d'approvisionnement, des économies, disons, des démocraties occidentales en ressources et naturelles stratégiques. Nous sommes d'abord victimes de nos richesses. Et pour vous, l'étau, c'est la démocratie? L'étau, c'est cette pression internationale et de la part d'acteurs politiques et institutionnels que les peuples n'ont pas choisis, cette pression internationale forte et la pression de la rue. Donc, nous portons au pouvoir des hommes et des femmes qui sont piégés par l'illusion d'un modèle d'un développement dans le cadre d'un système où les dominants attendent seulement que vous mettez les petits plats dans les grands pour qu'ils viennent puiser dans vos ressources. Donc c'est ça que nous ne parvenons pas à intégrer. Nous donnons l'impression qu'il existe un modèle de développement vertueux et que ceux qui ne réussissent pas, particulièrement nous les Africains subsahariens, c'est parce que nous sommes particulièrement mauvais. Moi je dis, nous avons une occasion historique avec le réchauffement climatique, avec les gilets jaunes, le Brexit, et la manière dont le monde se donne à voir aujourd'hui devrait nous amener à nous dire, écoutez, peut-être qu'il faut essayer autre chose. Parce que justement, il y a une remise en cause partout des modèles. Mais oui, c'est pour ça que je dis que les risques sont considérables, parce que les vieux pays industrialisés en perte d'hégémonie, et ils se demandent comment ils peuvent faire sans les ressources, notamment l'ancienne puissance coloniale qui n'a ni uranium ni pétrole, mais qui ne peut compter, qui compte surtout sur ces anciennes colonies pour être compétitive. Tout est là. Et pour cela, il faut revenir et militairement, se repositionner et entraîner les autres États européens dans cette aventure-là. Et cette aventure, aujourd'hui, est en train de tourner au désastre. C'est pour ça qu'il faut que Paris sache raison garder. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme de la rue qui a compris, qui est en train de dire non. Ce n'est plus une question, le tête-à-tête entre Florence Parly et nos dirigeants. Vous trouvez que c'est démocratique? La question fondamentale aujourd'hui, c'est la nature du modèle, c'est-à-dire le système néolibéral,
et la nature de leur démocratie. C'est leur démocratie qui est en panne, et là-bas et ici. Donc la question de la démocratie, si nous devons l'évaluer, 30 ans après la chute du mur de Berlin, posons les questions au niveau national. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Et pas seulement en termes de... Ça nous a apporté des guerres pour le pouvoir, des guerres fratricides, d'un bout à l'autre du continent. L'Africain, quand on dit démocratie, nous n'avons que l'échéance électorale en tête, la course au pouvoir. Et quand nous arrivons au pouvoir, qu'est-ce qu'on a à consommer, qu'est-ce qu'on a proposé? Le libre-échange, voilà. Nous voulons des marchés ouverts et où chacun est libre de faire du business. Nous sommes allés jusqu'à créer la zone de libre-échange. Moi, je veux bien, mais j'aurais tellement aimé que même au niveau du nom, on fasse preuve d'originalité. Le grand marché africain nous aurait suffi. Pourquoi a-t-il fallu prononcer le mot libre-échange? Quand il n'y a pas de libre-échange possible, on ne peut pas être gagnant et gagnant quand c'est la politique du cavalier et du cheval. Nous portons les autres, ils dépendent de nous. Nous sommes à la fois source de matières premières et dépotoirs, parce que nos marchés sont inondés de déchets. Sortez, voyez ce que les gens vendent. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on consomme? À qui on vend? Avant d'aller à la zone de libre-échange, nous aurions dû nous poser la question d'abord que les Africains, c'est 1,5 milliard, mais c'est 2 milliards d'Africains et qui constituent aujourd'hui, ils pensent que démographiquement on a un problème, mais en réalité par ailleurs, nous sommes d'abord un débouché, un marché gigantesque pour leurs produits. À partir du moment où ils ne feront pas de cadeaux à nos opérateurs économiques et à nos entreprises, à moins que nous soyons des prête-noms. Mais toutes ces réalités sont connues aujourd'hui. C'est de cela que nous devons parler. Sinon, nous devons faire le bilan de la chute du mur de Berlin. Et ce tournant historique nous a valu des démocraties formelles, mimétiques, clientélistes, affairistes. Parce que ce ne sont pas nos valeurs à la base, cette démocratie. Et parce que non seulement ce n'est pas fondé sur nos valeurs, et parce que nous ne donnons même pas la chance aux citoyens lambda de savoir pourquoi ils votent. Ce sont les résultats. Est-ce que c'est bien compté? Mécanique. Qui a gagné? Mécanique. Regardez ce qu'on a fait de la Côte d'Ivoire. Regardez les querelles qui persistent un peu partout. Nulle part, et nous ne parvenons pas à prendre le taureau par le cornes en nous disant que le 21e siècle, le capitalisme mondialisé et financiarisé a conduit l'humanité dans une situation sans précédent. Le monde est en feu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de l'Amazonie qui brûle et des forêts, mais socialement les gens n'en peuvent plus, nulle part. Alors que si nous nous morfondons sur nous-mêmes, nous les Sahéliens, en croyant que voilà, c'est une question électorale, c'est une question d'homme, moi je veux bien. Mais quand je regarde ailleurs et que je vois les mêmes colères dans les rues partout, je me dis qu'il faut poser autrement les questions. Comment on va faire pour que les gens vivent décemment, dignement? Hein? Il fut un temps quand même où le chômage n'était pas un problème ici. Vous finissez jeune diplômé, vous avez toutes les chances d'avoir du travail. Après, on a dit qu'il fallait que la fonction publique, il fallait, comment dirais-je, était pléthorique et qu'il fallait revoir tout ça. Mais à condition que l'Organisation mondiale du commerce, les règles du commerce mondial sont faites de telle sorte que nous sommes aujourd'hui, dans le cadre de la division internationale du travail, nous continuons à produire des matières premières pour alimenter les industries ailleurs, faire de telle sorte que les autres créent des emplois pour leur jeunesse, pour leurs travailleurs. Et pendant ce temps, tous les déchets, regardez les déchets électroniques, regardez aujourd'hui de quoi vivent les plus pauvres parmi nous. Toutes les questions sont aujourd'hui sur la table. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser passer une seule occasion de nommer ce système, d'aborder les questions macroéconomiques, géopolitiques. Il n'est pas vrai que c'est compliqué pour nous. Ce n'est pas du tout compliqué, tout est clair aujourd'hui. La question, c'est justement repenser, s'affranchir, repenser notre modèle de gouvernance, de développement, mais comment sortir de l'étau, comme vous l'appelez? Mais moi, le débat d'idées, vous y contribuez, le débat d'idées. Ça viendrait peut-être de la population, du peuple. Mais aujourd'hui, les peuples sont en train d'interpeller, les peuples veulent des réponses. Les peuples sont conscients du fait que ce partenariat mondial
est basée sur la ruse, le mensonge et le mépris. Les gens veulent savoir. Les réseaux sociaux permettent aujourd'hui aux gens de savoir. Mais nous pouvons faire le meilleur usage possible de ces réseaux sociaux en sortant des guerres fratricides, des injures, et que ce soit l'occasion pour nous tous d'apprendre. C'est pour ça que je dis que le temps de l'insurrection intellectuelle est venu. Soyons des insurgés intellectuellement et soyons indignés, mais en allant chercher des réponses à nos questions. Défions le reste du monde avec des réponses émanant de nous à la lumière de ces 6 années de guerre contre le terrorisme, par exemple. Ceux qui prétendent nous aider ont le devoir moral de nous écouter maintenant, parce qu'ils ont échoué. Ce courage de défier, nous l'avons? Nous l'avons. Nous l'avons, nous pouvons l'avoir. Moi, je connais des tas de gens. Nous élisons des gens qui, malheureusement... C'est-à-dire qu'il faut cesser de croire qu'ils sont mauvais. C'est-à-dire, si vous cautionnez la thèse raciste et qui consiste à dire que c'est nous qui élisons des gens qui sont mauvais, non. Même quand vous êtes bon, vous devenez mauvais parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre. C'est ça le sens de l'étau. L'étau m'a été inspiré dès le départ parce que j'ai vu, après la chute du mur de Berlin et la manière dont nous sommes entrés dans la démocratie et le départ de Moussa Traoré, moi j'ai compris dès cette époque-là, parce que j'avais l'avantage d'être aux Nations Unies, j'ai travaillé dans des organisations internationales qui m'ont permis de savoir qu'avec les programmes d'ajustement structurel, on n'avait pas plus de chances de créer des emplois, de répondre à la demande sociale qui était très forte dès cette époque. Aujourd'hui, elle est devenue incompressible. Il faut aller vite il faut injecter de l'argent, en tout cas, même sans argent. Il faut être imaginatif, aller vers des solutions solidaires qui nous permettent d'être ensemble avec les plus démunis. Comme ça, les jeunes ne seront pas tentés ni par le djihadisme, ni par l'immigration. Nous parlons de leadership, de catalyseur. Vous êtes peut-être un symbole puisque, entre-temps, vous avez claqué la porte d'un gouvernement pour vos convictions. Je n'ai pas claqué la porte, cela revient souvent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé exactement, j'étais dans ce gouvernement, quand j'ai écrit l'étau, ce n'était pas compréhensible que je puisse écrire un tel livre. Donc, ça ne s'est pas très bien passé à l'époque avec le président Alpha Oumar Konaré. Donc, j'ai demandé effectivement, à la faveur d'un remaniement ministériel, j'ai demandé à ne pas plus occuper mon poste parce que je ne voyais pas mon rôle là-dedans. Mais je ne suis pas parti sur un coup de... Je n'ai pas claqué la porte. Mais c'est quand même pour des convictions. Pour des convictions. C'est ce qu'on peut-être demande aussi à nos autorités, c'est être capable quand, à un moment donné, on a l'impression qu'on a les mains liées alors qu'on doit représenter un peuple, qu'on soit capable de dire, si je ne peux pas, j'arrête. On est dans le pays de Thomas Sankara. N'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Peut-être c'est d'avoir le courage de ce sacrifice également. Bien sûr, bien sûr. Moi, je viens du pays de Modibo Keïta. Qu'est-ce que ça lui a coûté? C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus... parce que si nous donnons l'impression à ceux qui ne sont pas au pouvoir que c'est une question d'hommes, que lorsque eux ils seront là, les choses seront... franchement, on ne rend pas service à nos opinions publiques en croyant que tout est dans l'alternance politique. Moi, je dis que tout est dans l'alternative économique. Que ceux qui veulent le pouvoir et que ceux qui sont au pouvoir nous proposent d'abord, compte tenu du fait que nous n'avons pas d'industrie, le commerce c'est la guerre, et d'abord entre les puissants. Quand Macron revient de la Chine avec 13 milliards de contrats, vous vous rendez compte? Mais ici, on est en guerre parce qu'il faut empêcher la même Chine de venir ici. En fait, les Occidentaux viennent chercher par les armes au Sahel ceux qui gagnent par la négociation et dans le respect en Chine. Là-bas, on traite d'égal à égal. On traite d'égal à égal. Il y a des raisons pour cela. Cette égalité a toute une histoire. On ne peut pas regarder la Chine comme on regarde le Burkina et le Mali. Et ce n'est pas faute de leadership. Mais parce que, quelque part, on se croit en terrain conquis dans les anciennes colonies. Et c'est ça qui va changer. C'est ça qui doit changer. Aujourd'hui, il y a une opinion publique africaine qui émerge. La bataille pour le franc CFA, la bataille pour l'écologie, la bataille pour une autre forme de participation des femmes et des jeunes.
C'est ça qui va constituer notre force aujourd'hui. Et nous avons des alliés. Le paysage, les bouleversements politiques qui sont en cours dans les démocraties occidentales. Vous savez, pendant longtemps, et immédiatement après la chute du mur de Berlin, la droite, ils ont cru effectivement que le libéralisme était... qu'il n'y a pas d'alternative à ça. Mais aujourd'hui, absolument, quand vous voyez qu'aux États-Unis, les idées de gauche qui émergent, et quand vous voyez, c'est vrai, il y a le Brexit, mais il y a des débats. La France elle-même, comme je vous ai dit, les gilets jaunes, c'est un véritable marqueur qui doit nous permettre de réfléchir en disant, nous sommes en train de nous entretuer. Pourquoi? Pour quel modèle économique, quand de l'autre côté, il ne répond pas, ce qui nous est imposé ici ne répond pas à la demande sociale là-bas. C'est pour ça que je dis, il y a des partis, il y a des associations, l'Occident est à l'écoute de l'Afrique. Nous sommes victimes d'une forme de frilosité, de manque d'audace. On est tellement habitués à nous taper dessus les uns les autres que nous pensons que oui, laissez les Occidentaux. Moi, je n'ai rien contre les Occidentaux. J'ai beaucoup d'amis et d'alliés occidentaux. Mais je veux pouvoir dire, en tant que femme malienne et sahélienne, mon vécu de femme, parler avec mes tripes de femmes, qu'on ne m'en empêche pas. Quand par ailleurs, on prétend qu'on veut sauver les Africaines. Parce que la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a cette forme de violence qui consiste à nous empêcher de penser, à nous imposer des valeurs dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas nécessairement. Ça, c'est violent.